Bienvenue, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons aborder le deuxième direct de ce soir. Ce direct est consacré à la dernière déclaration américaine sur la crise camerounaise. Sur le fond spirituel, savoir profond. Oui, chers amis, deuxième point d'actualité, nous sommes le jeudi 21 novembre 2019. J'avais promis, à la demande de certains de mes nombreux amis et téléspectateurs à travers le monde, de proposer mon analyse de la dernière déclaration du sous-secrétaire d'État américain aux affaires étrangères chargé de l'Afrique, le ministre Tibor Nagy du gouvernement américain. C'est une déclaration très importante parce qu'elle indique l'évolution de la position américaine sur la crise en cours au Cameroun. C'est une déclaration très importante parce qu'elle demande à être décryptée et comprise à tous les degrés par le peuple camerounais, par les Africains en général, par les amis du Cameroun et par tous ceux qui veulent entrer dans la compréhension de ce que va devenir cette partie du monde. Vous me connaissez, chers amis, je prends toujours le temps de documenter mes analyses. Je prends toujours le temps de regrouper les moyens factuels. Ce bureau que vous voyez est un lieu de travail permanent. C'est un lieu dans lequel je reconstitue les traces du monde. Et donc, je suis, au fil des jours, des mois et des années, les prises de position du gouvernement américain sur les pays africains en général et en particulier sur le Cameroun. Notamment depuis l'éclatement de la crise anglophone et notamment de la guerre civile qui a suivi l'éclatement de cette crise. Donc, dans ce point d'analyse, je voudrais mettre à la disposition de tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par la situation du Cameroun, eh bien, ma compréhension du non-dit de la dernière déclaration de M. Tibor Nagy. Et ensuite, je mettrai en perspective les conséquences de ce non-dit pour l'avenir immédiat, non seulement des relations américano-camerounaises, mais l'avenir immédiat de la politique au Cameroun. Je commencerai donc par rappeler les grandes lignes de la déclaration faite lors d'une audition parlementaire devant une chambre du Sénat, si je ne m'abuse, par M. Tibor Nagy à Washington. Voici les 8 principaux points de la déclaration que Tibor Nagy a faite devant une commission de parlementaires américains. Premièrement, Tibor Nagy dit que les conseillers de Paul Barthélémy Biya, le satrape de Yaoundé, eh bien, pour Tibor Nagy, les conseillers de Paul Biya lui font miroiter une victoire militaire.
Ça, c'est la première information que nous donne Tibor Nagui. Une information sur ce que disent les conseillers de Paul Biya, matin, midi et soir à Paul Biya. Nous allons nous efforcer de comprendre ce que ça veut dire. Quand le sous-secrétaire américain aux affaires africaines disent Paul Biya, je vais aider à comprendre l'information. Parce que cette information peut être glissée sur vos oreilles ou sur vos têtes. Vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. Deuxième information de taille. Partagez les directs. Vous êtes à présent 300 personnes sur Facebook. Et vous savez que la même conférence passe, bien sûr, sur YouTube. À la moindre difficulté, vous savez que vous pouvez trouver sur YouTube la conférence dans les meilleures conditions. Nous faisons du double direct, ce qui permet ainsi, dans tous les cas, de sauver le principal de l'exposé contre les attaques cybernétiques. Je vous invite à partager, je vous invite, comme vous le savez, à défendre par vos émoticônes la qualité de l'image. La deuxième chose qu'a dit Tibor Nagui est énorme de conséquences. Il a dit, la vérité est qu'il n'y aura pas de victoire militaire de l'armée de Paul Biya au Cameroun. Il n'y aura pas de victoire militaire de l'armée de Paul Biya au Cameroun. Ça, c'est ce que dit le sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères, section africaine, Tibor Nagui. Oui, la conférence est massivement signalée et c'est vous qui pouvez la protéger. Si vous la protégez, vous l'aurez. Je vous le signale déjà, à la moindre difficulté, vous venez sur YouTube et vous la suivez. Si vous avez du mal à un moment donné à me suivre sur Facebook, venez sur YouTube. J'ai sur YouTube une page qui approche les 20 000 abonnés. Profitez-en pour vous y abonner si vous le souhaitez. Et vous êtes sûr d'avoir en direct mes conférences en allant soit sur Franklin Yamsi ou Cameroun Facebook, soit sur Franklin Yamsi YouTube. Je le redis, partagez, protégez. C'est votre part de responsabilité dans la multiplication des pains spirituels de la liberté. Troisième énoncé de M. Tibor Nagui. L'attitude du régime et l'attitude de M. Paul Biya est en train de faire penser à certains Camerounais qui étaient pourtant des légalistes que la sécession est peut-être la bonne solution. Quatrième proposition importante. Tibor Nagui, depuis Washington, dit que le grand dialogue national de Paul Biya a échoué. Et de ce point de vue, il dit quelque chose que nous avons dit avant même que Paul Biya ne commence. Son monologue et son soliloque bruyant et creux. Nous allons donc tirer les conséquences du fait que l'Amérique sait que le grand dialogue entre guillemets de Paul Biya a échoué. Cinquième phase importante de Tibor Nagui. Il y a nécessité qu'il y ait enfin un vrai dialogue politique au Cameroun. Bien, parce que cette phrase ne rejoint pas simplement nos positions, elle rejoint les positions qu'a clairement défendues le chef de l'opposition camerounaise, le président élu du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto. Étant encore en prison, il avait bien prévenu que le machin là, que les gens organisaient, soi-disant dialogue à Yaoundé, que c'était de l'eau et de l'huile. Nous allons y revenir. Kamto a dit à Yaoundé, Tibor Nagui a compris à Washington. Mais je ne comprends pas comment les gens de Yaoundé ne comprennent pas ce qu'on dit à Washington. Ce qu'on dit à Yaoundé, les gens de Yaoundé ne comprennent pas. Les gens qui sont à Washington, loin là-bas, ils comprennent. Les gens qui sont à Washington, loin là-bas, comprennent. Donc, si vous n'entendez pas sur Facebook, venez à ce moment-là sur YouTube pour continuer de nous écouter. Et donc,
Ah non, je ne mets pas les écouteurs, chers amis. Donc, mobilisez-vous, mettez des émoticônes, défendez votre et notre conférence et vous réussirez. Si vous mettez des émoticônes, si vous envoyez des cœurs, si vous publiez des cœurs, vous allez voir que les signaleurs vont être vaincus. Bon. Cinquième proposition, nécessité donc d'un vrai dialogue. Sixième proposition, Tibor Nagi a dit une chose incroyable. Il dit qu'il y a nécessité d'appliquer comme solution le transfert de pouvoir vers la région. Il parlait de la région du Cameroun anglophone. Il faut qu'il y ait un transfert de pouvoir vers la région. C'est l'expression qu'il a utilisée. Septième chose, Tibor Nagi dit que Paul Biya et son régime ont intérêt à convaincre le camp des modérés, les modérés qui sont en résistance. Et j'espère que vous avez bien compris que les modérés, ce sont ceux qui n'ont pas pris les armes. Et que le chef de la résistance des modérés s'appelle Maurice Kamto. On dit, Tibor Nagi dit que Paul Biya a intérêt à convaincre les modérés. S'il ne convainc pas les modérés, il ne pourra pas convaincre les radicaux. Et dernière chose, eh bien, les municipales du 9 février 2020 qui sont annoncées par le régime risquent d'être fortement perturbées si Paul Biya et son régime n'ont pas lâché du lest d'ici là, s'ils n'ont pas mis en œuvre les 7 propositions précédemment énoncées par M. Tibor Nagi au nom de la puissance américaine. Et enfin, il y a une dernière information qu'ils ajoutent quand même, à savoir que le Cameroun ne remplit toujours aucune des conditions nécessaires pour que la décision de l'exclure du partenariat économique privilégié de la GOA, que cette décision soit annulée. Le Cameroun ne remplit pas les conditions. Donc la suspension du Cameroun est maintenue parce que M. Biya s'enfonce dans les marécages de la violation des droits humains pour lesquels son régime a été dûment sanctionné. Eh bien, maintenant, nous passons à la deuxième partie de cette conférence. Vous êtes 400 personnes sur Facebook, vous êtes 200 personnes sur YouTube. Continuez de partager, continuez de protéger. On va commencer par la première phrase. Les conseillers de Biya lui font miroiter une victoire militaire. Ainsi, la puissance américaine nous informe qu'elle est au courant. Paul Biya et ses conseillers se disent. Les conseillers de Biya lui font miroiter une victoire militaire. Cela veut dire que la puissance américaine est au courant des conversations que Paul Biya a avec ses conseillers. Vous avez compris? C'est-à-dire que rien de ce que Paul Biya, ses ministres, ses conseillers, ses proches se disent n'échappe désormais à la puissance américaine. La puissance américaine nous informe par là que Paul Biya est clairement entendu et écouté 24 heures sur 24. Il y a 2 informations qui se cachent derrière ce genre de proposition. Premièrement, ça peut vouloir dire que, et ça veut dire que, il y a des proches collaborateurs de Paul Biya qui rendent compte aux Américains. Je recommence. Vous notez, hein? Parce que quand des gens vont réutiliser ce genre de phrase la prochaine fois, ne faites pas les naïfs. La première proposition nous informe du fait que l'administration de Paul Biya est infiltrée par le renseignement américain, puisque les Américains savent ce que Paul Biya et ses conseillers se disent. Il s'ensuit qu'auprès de Paul Biya, il y a des gens qui rendent compte aux Américains. C'est vrai ou c'est faux? Voilà le non-dit de la proposition 1 de Tibor Nagi. Il informe Paul Biya, tout ce que tu dis à tes conseillers, nous le savons. Tout ce que tes conseillers te disent, nous le savons. Autrement dit, ton système de renseignement, toi Paul Biya, est inférieur à notre système de renseignement, nous, la puissance américaine. Il n'y a rien d'étonnant, hein? Sauf pour ceux qui n'avaient pas bien compris. Vous avez compris la première phrase? Ce qui veut dire que toutes les stratégies, tous les stratagèmes, tous les montages, tous les coups fourrés que Paul Biya prépare avec ses conseillers pour échapper à une solution de fond du problème national camerounais, tout cela est dans les mains des Américains.
Les Américains ont ça dans leurs mains. Je complète ce point en vous disant que les Américains possèdent sur toute l'Afrique centrale des satellites puissants qui observent les mouvements de toutes les troupes. D'ailleurs, des crimes comme ceux commis par l'armée de Biya dans le nord ont pu être confirmés grâce aux images satellites américaines. Toutes les positions de l'armée camerounaise et des forces combattantes sur le sol camerounais, eh bien, toutes ces positions sont connues par la télédétection américaine. On adore Yamé Faye? Ok. Mon peuple, on avance, hein? Vous êtes 500 sur Facebook, vous êtes 220 sur YouTube. On continue. Ça, c'était la proposition 1. La conséquence de cette proposition, c'est que le système de défense, le système de sécurité de M. Paul Biya est un fétu de paille qui peut être à tout moment balayé d'un petit coup de vent. À tout moment, là, il s'envole. Paul Biya, si habitué depuis près de 40 ans à faire les gros muscles sur le malheureux peuple camerounais, est un fétu de paille sous les yeux de la puissance américaine. Les Américains sont au courant donc de toutes les exactions commises par l'armée de Paul Biya depuis que la répression a commencé. C'est-à-dire que même quand les soldats de Paul Biya tuent des Camerounais qui manifestent dans la rue, quand ils tabassent nos frères et sœurs uniquement parce qu'ils sont sortis pour une marche pacifique, les Américains, eux, ils ont les images. Odadon Riamu Fine? Ok, vous notez. Je vous avais aussi dit une autre information. C'est toujours par rapport à la proposition 1, pour tirer tout le miel qu'il y a dedans. Est-ce que je vous avais dit il y a quelque temps, lors d'une conférence, que bientôt il va y avoir des sanctions individuelles contre l'administration, les membres de l'administration? J'avais dit ça. J'avais dit non. N'est-ce pas que Tibor Nagui a commencé à parler des conseillers de Biya? Ça ne vous dit rien? Depuis quand Tibor Nagui ou une puissance, une autorité américaine avait parlé nommément de l'entourage de Paul Biya? Vous pensez qu'ils n'ont pas la liste des conseillers toxiques de Paul Biya, de ceux qui donnent des conseils criminels à Paul Biya? Vous pensez que les Américains ne savent pas tout ce qu'Atangandji a dit à Paul Biya de faire? Vous pensez que les Américains ne sont pas au courant de tous les plans criminels mis en œuvre par Paul Biya au Cameroun? Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant? Je vous informe qu'ils sont au courant. Ils savent même qui est venu proposer à Paul Biya des coups tordus contre les Camerounais. Ils savent même maintenant quels sont les faux ambazoniens que Paul Biya a placés dans le nord-ouest et le sud-ouest pour tuer des gens, pour qu'on accuse la résistance ambazonienne et les sécessionnistes. Les Américains savent. C'est bon, on est toujours... Vous voyez comment il y a du miel dans la première proposition là? Vous voyez comment la première phrase de Tibor Nagui, est-ce que vous voyez comment c'est profond? Les Américains travaillent désormais sur la liste des responsables du régime Biya. Ils ont la liste. Ce n'est pas caché. Et moi, je leur dis, si ça leur manque, qu'ils me demandent, je vais leur donner. Pour protéger mon peuple. Je vais leur donner la liste des décideurs. En tant que lobbyiste pour la démocratie au Cameroun, tous ceux qui participent aux décisions criminelles de Paul Biya seront connus dans le monde entier. Leurs noms seront placardés à tous les carrefours. Voilà donc que Tibor Nagui a commencé à mettre là où nous lui avions dit. On avait dit, et accompagnant les lobbyistes camerounais des États-Unis, hein, Micheline Ewan, Madi Kom, Dorine Toyou, vous êtes là. Nous avons dit, il faut individualiser les sanctions contre les membres des chaînes de commandement du régime Biya. This was one of our main goals. Our main goals when discussing with these senators. We told them, you have to individualize international financial sanctions against Mr. Biya's collaborators and Mr. Biya himself. Ce n'est pas ça qui vient là.
Parce que quand ça vient, je vous dis, avant même que ça ne vienne, je vous ai dit. Et après, quand ça sera venu, je reviendrai ici vous dire, Naïda, c'est ça qu'on vous avait dit. C'est ça qui arrive. Les sanctions individuelles arrivent contre le régime Biya. Il y a eu les sanctions économiques, non? Maintenant, on passe aux sanctions individuelles. Chers amis, je viens là de vous faire l'analyse de la première proposition. C'est bon? Tout le monde a eu le miel de ça? Tout le monde a eu le goût de ça? Ok, on avance. Deuxième proposition. La vérité est qu'il n'y aura pas de victoire militaire. Quand c'est dit par la puissance américaine, cela a une signification profonde. Tibor Nagy, à la tête de la grande puissance américaine et du débat, dit que on ne peut pas vaincre militairement la résistance ambazonienne. Comment devons-nous interpréter cette information? Premièrement, ça veut dire que les Américains possèdent des informations de la situation sur le terrain et que selon ces informations, l'armée de Paul Biya est en débandade. Et ce n'est pas compliqué, moi je sais pourquoi l'armée de Paul Biya est en débandade, parce que c'est une armée qui est détestée par le peuple camerounais. Et en plus, comme il a spécialisé les groupes qui tuent les Camerounais en faisant des milices tribales, ça a augmenté encore la haine du peuple camerounais envers cette armée de criminels qui n'est pas une armée nationale, qui n'est pas une armée républicaine, mais qui est une milice. Donc les Camerounais ont vomi ces bataillons spéciaux de criminels qui vont massacrer les femmes, les enfants, les hommes, les vieillards dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les Camerounais les ont vomis. Que ce soit au Cameroun francophone ou anglophone, on ne les aime pas. Et vous, mes frères et sœurs, qui êtes dans les bataillons criminels comme le BIR, la sécurité militaire, la garde républicaine, la garde présidentielle, les renseignements généraux, sachez que les Camerounais ne vous aiment pas. Quittez le navire avant que le navire ne coule avec vous. J'en profite pour vous le dire. Hein. Les Camerounais ne vous aiment pas. Même dans votre village, dans le centre-sud, d'où beaucoup d'entre vous venez, on ne vous aime pas. Parce que vous avez fait beaucoup de mal à des Camerounais de toutes les ethnies, de toutes les régions, par votre brutalité illégale, arbitraire, anti-juridique, inhumaine. Les Américains savent donc que l'armée de Biya est en débandade. Parce que ce n'est pas une armée animée par un idéal républicain, un idéal de grandeur, un idéal humain, c'est une armée démotivée. Et comme Paul Biya fait fonctionner cette armée, notamment sa milice à coups de billets de banque, lorsque vous donnez beaucoup d'argent à un milicien, est-ce que vous savez que la conséquence, c'est que le milicien ne veut plus aller mourir? Parce que qui va rester manger l'argent que vous lui avez donné? Vous comprenez? Lorsque vous donnez beaucoup d'argent à un milicien, qui va rester manger l'argent que vous lui avez donné pour qu'il aille faire la guerre? Les mercenaires n'aiment pas mourir. Ils ne font jamais sérieusement la guerre. Or, les bataillons que Biya utilise pour assassiner les Camerounais sont des bataillons de mercenaires, c'est-à-dire des gens qui marchent au biais de banque. Or, au fur et à mesure qu'on avance et que la guerre s'enlise, Paul Biya est obligé de leur donner beaucoup d'argent. Et quand il leur donne beaucoup d'argent, ils n'ont pas envie de mourir parce que s'ils meurent, ils ne vont pas manger cet argent. Ce ne sont pas des gens sacrificiels, ce sont des mercenaires. Un mercenaire, ce qu'il cherche, c'est sa solde. Ce qu'il cherche, c'est son argent. Et il tire de loin. Dès que ça chauffe, il replie. Donc, les Américains ont observé, sans doute, l'incapacité de l'armée milicisée de Biya à faire régner l'ordre dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ça, c'est un. Mais il y a une autre information dans la deuxième phrase de Tibor Nagy. Il faut que vous compreniez bien la deuxième information. La vérité est qu'il n'y aura pas de victoire militaire. C'est-à-dire que les Américains commencent à voir d'un bon œil la résistance militaire des Ambazoniens contre Biya. Et que ça veut dire qu'ils pourraient la soutenir. Je recommence. Les Américains commencent à voir d'un bon œil
la résistance militaire des Ambazoniens contre Biya et il pourrait, logistiquement, financièrement, la soutenir. Parce que quand ils sont sûrs que Biya va perdre la guerre, ça veut dire qu'eux-mêmes peuvent être derrière. C'est vrai ou c'est faux? Il faut que nous éclairions le peuple. Quand les Américains disent leur certitude que Paul Biya va perdre la guerre, ça veut dire que leur canon ne se trouve pas du côté qui va perdre. Ça veut dire que leurs canons sont en train maintenant de se placer du côté qui va gagner. Donc la deuxième phrase là, il n'y aura pas de victoire militaire. Il y a quelque chose dedans. Hein? Est-ce que Paul Biya a compris la phrase là? Oui, Paul Biya est suffisamment intelligent. Lui, il comprend la phrase là. C'est des individus remplis de matango comme, comment il s'appelle? Moumou, Jean du diable. Ils ne comprennent pas. Il est dans son bureau, il dit que lui, ça ne l'empêche pas de boire son vin. Continue de boire ton vin. Là, à Yaoundé. Ça va venir te trouver derrière ton matango. Moumou, Jean du diable. L'homme qui dit que tout ce qui se passe au Cameroun anglophone, ce n'est pas son problème. Lui, est-ce que ça l'empêche de boire son vin? Son matango à Yaoundé, ça ne l'empêche pas. Bon, quelqu'un est à Washington et il dit que vous allez perdre la guerre que vous avez engagée contre le peuple camerounais anglophone. Et celui qui le dit est le sous-secrétaire d'État d'une grande puissance. Quand il te dit ça, c'est-à-dire qu'il a vérifié que vous allez perdre. Quand tu viens dans une bagarre, et puis il y a quelqu'un qui est placé comme arbitre, et il te dit déjà que tu vas perdre, sache que l'arbitrage est déjà fait. À un moment donné même, tu vas prendre deux coups, le coup de l'adversaire et le coup de l'arbitre. C'est vrai ou c'est faux? L'arbitrage est déjà fait. Bon. La troisième proposition de Tibor Nagy est encore plus précise. Elle dit que les Camerounais qui étaient loyalistes commencent à penser maintenant que la tendance sécession, que la sécession est peut-être la bonne solution. C'est-à-dire que Tibor Nagy accuse effectivement le régime de M. Biya d'être responsable de la radicalisation des résistants anglophones. Ça, c'est la première interprétation. Ça, c'est le premier sucre qu'il y a là-dedans. Mais nous-mêmes, on l'avait déjà dit. C'est Paul Biya, en tabassant des professeurs, des avocats dans la rue, c'est Paul Biya qui a provoqué la radicalisation des anglophones. C'est Paul Biya qui a poussé les anglophones à la guerre. Vous le savez. Quand il a tabassé les avocats, brutalisé des femmes, brutalisé des professeurs, tiré par terre, méprisé toute la crème de l'élite anglophone, il les a forcés à chercher des solutions extrêmes. Même si on sait que certains d'entre eux étaient déjà prédisposés à ces solutions extrêmes. Ça aussi, c'est vrai. La tendance sécessionniste est donc renforcée par Biya. Et Biya est responsable du fait que certains loyalistes sont en train de penser que la sécession est peut-être une bonne solution. Ainsi, pour la première fois, la puissance américaine envisage d'écouter l'argument des sécessionnistes anglophones, puisqu'elle se rend compte que le régime Biya refuse de véritablement négocier avec eux. Elle penche maintenant du côté de la vision sécessionniste du problème anglophone, sans doute pour forcer M. Biya à négocier. On est toujours dans la troisième proposition. Hein. Il nous reste 5 à analyser. Soyons patients. Comprenons bien tout ce qui est caché dedans. Parce que l'erreur de nos peuples, c'est que nous ne pensons pas assez. L'erreur de nos peuples, c'est que nous ne pensons pas assez. Quand nous avons une situation, nous ne faisons pas l'effort d'aller extraire tout ce qu'il y a là-dedans d'informations importantes. La sécession est peut-être la bonne solution. Cela veut dire que Paul Biya va être bientôt contraint par la puissance américaine à négocier avec les sécessionnistes. Je recommence. Vous pouvez noter ça. Paul Biya va être contraint par les Américains à négocier avec les sécessionnistes. Il va négocier avec Ayouk Tabé. Paul Biya, là, il va négocier avec Ayouk Tabé. L'autre chose,
C'est que Paul Biya, quand on lui dit qu'il est en train de radicaliser ceux qui étaient loyalistes, ce qu'on est en train de dire, c'est que Paul Biya est en train de pousser à bout des Camerounais de toutes les origines. Paul Biya est en train de précipiter une généralisation d'une situation de guerre civile au Cameroun. Ça, c'est la troisième information qu'il faut extraire de cela. Parce que Paul Biya s'est permis d'organiser l'empêchement du droit d'un parti politique de l'opposition camerounaise, le MRC, à aller tenir son meeting dans une partie du Cameroun, Ebolova. On a dit avec raison que Paul Biya a décrété la sécession de la région du sud Cameroun par rapport au reste du Cameroun. Parce qu'il a extrait du domaine d'application du pluralisme politique, inscrit pourtant dans la Constitution du 18 janvier 1996. Donc, Paul Biya est en train d'encourager beaucoup de sécessions. Hein. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que les Américains disent? On a dit à mi-fin. Paul Biya a encouragé beaucoup, est en train d'encourager beaucoup de sécessions. Vous avez entendu le discours des élites nordistes du RDPC? Vous avez entendu ça ou pas? Vous n'avez pas entendu la réunion des élites nordistes où l'actuel président de l'Assemblée nationale, Kava Yeguie Djibril, discutait avec des députés du parti au pouvoir? Vous avez entendu les prises de position des députés du parti au pouvoir? Est-ce que cette prise de position n'indique pas que maintenant, dans le nord du Cameroun, se développe une pensée sécessionniste? Vous n'êtes pas en train de voir ça? Vous n'êtes pas en train de voir que désormais, des groupes d'élites issus même du parti au pouvoir revendiquent chacune un statut spécial pour sa région? L'échec du développement du nord Cameroun est en train de faire développer dans le nord et l'extrême nord Cameroun des positions sécessionnistes. Oui ou non? Paul Biya lui-même organise dans la province du Sud l'interdiction que les Camerounais tiennent des meetings publics. Paul Biya lui-même organise un sécessionnisme dans sa région natale contre l'autorité de l'État. Vous n'avez pas vu? Donc, quand on parle du sécessionnisme ici, ce n'est pas que le sécessionnisme anglophone. Hein? Ce n'est pas que le sécessionnisme anglophone qu'évoque ici Tibor Nagui. Tibor Nagui dit que partout au Cameroun est en train de naître une multiple pensée sécessionniste. C'est-à-dire que des Camerounais qui étaient loyalistes, c'est-à-dire qui considéraient que l'État unitaire, vraiment, c'est le moindre mal, bon, on va rester dedans, ouais, on va faire comme... Les Camerounais, là, commencent à dire que, bon, donc, on ne peut pas faire de meeting à Ebolova, ok. Donc, Ebolova, ce n'est plus le Cameroun. Ça veut dire que le RDPC n'a plus le droit de faire des meetings à Douala, il n'a plus le droit de faire des meetings à Bafoussam, il n'a plus le droit de faire des meetings à Garoua, puisqu'on ne peut pas faire de meeting dans la région d'origine du président du RDPC. Donc, Tibor Nagui nous renseigne sur le fait que le pays est menacé d'implosion. Le pays est menacé d'implosion, puisque un peu partout est en train de germer l'esprit sécessionniste. L'esprit sécessionniste n'est pas que chez les anglophones. Hein. L'esprit sécessionniste, vous l'avez vu aux portes de Bolova l'autre jour. Vous n'avez pas vu chasser des Camerounais à coups de bâton, à coups de cailloux, avec des soldats en armes, toute une administration armée bloquant l'entrée d'une ville camerounaise à des Camerounais? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu Sam Ango agressé dans sa région natale uniquement parce qu'il est membre d'un parti politique que celui qui prétend être le dieu de sa région natale a exclu? Vous n'avez pas vu? Donc, attention, cette question de Paul Biya est en train de faire que des Camerounais loyalistes deviennent sécessionnistes ne concerne pas que les anglophones modérés. Tous les Camerounais sont en train de devenir sécessionnistes sous l'effet de cette politique de la chaise brûlée et de la chaise vide de Paul Biya. Tibor Nagui a cette information. Il voit une menace terrible que le Cameroun éclate en région contrôlée par des seigneurs de guerre. Seigneurs du Nord, seigneurs du Sud, seigneurs du Nord-Ouest, seigneurs du Sud-Ouest, seigneurs de l'Est, seigneurs du Centre, seigneurs du littoral, seigneurs de l'Ouest. Le risque là existe. Hein. Ce risque existe si Paul Biya continue cette politique aveugle. Le risque existe que chacun trace
son coin, là au Cameroun, et disent que celui qui entre ici, je commence ma part de guerre. Puisque j'ai voulu entrer là-bas, on a dit que ce n'est pas chez moi. Je veux entrer à Bamenda, on dit que ce n'est pas chez moi. Allez chez vous, les francophones. Je veux entrer à Ebolova, on dit que ce n'est pas chez moi. Allez chez vous. Vous n'êtes pas des sudistes. Allez, dégagez. Je veux entrer à Bouya, on dit que ce n'est pas chez moi. Je veux entrer à Douala, on dit que ce n'est pas. Donc, chacun donc va tracer avec la pensée Biya qui est en train de se disséminer. Chacun va donc tracer sa zone de sécession. C'est ce que Tibor Nagui nous dit. Quatrième information. Tibor Nagui nous dit le grand dialogue national de Paul Biya a échoué. Bon, vous pensez qu'il n'y a que les Américains qui pensent que le grand dialogue national de Paul Biya a échoué? Même la tutelle française, qui est pourtant complaisante envers le régime de Paul Biya, sait que Paul Biya, son grand dialogue, c'était un grand machin. Moi, j'ai eu des confidences directes d'officiels français qui m'ont dit, nous savons que le grand dialogue de M. Biya n'a servi à rien. Pourquoi? Parce que en analyse politique, on regarde les faits. 1. Est-ce que le conflit a cessé au Cameroun anglophone? Non. Le conflit a redoublé d'ardeur. 2. Est-ce que les relations entre Paul Biya et l'opposition républicaine, l'opposition pacifique, non violente du Cameroun, est-ce que ces relations se sont améliorées? Non. Ces relations se sont aggravées. À peine le président Kamto sorti de prison, Paul Biya a à nouveau fait rappeler au président Kamto qu'il n'est pas libre de tenir des activités politiques avec son parti au Cameroun. Donc, les raisons pour lesquelles le président Kamto est allé en prison, ces raisons sont encore valables. C'est-à-dire, il est allé en prison pour que le peuple camerounais ait le droit de manifester, d'exercer des libertés fondamentales. Dès qu'il sort de prison et qu'il veut exercer les mêmes libertés fondamentales pour lesquelles on l'a condamné faussement, on a recommencé à l'empêcher de le faire. Donc, le grand dialogue a échoué parce que le nord-ouest et le sud-ouest sont à feu et à sang. Le grand dialogue a échoué parce que l'opposition camerounaise, l'opposition non violente, l'opposition pacifique est toujours, bien sûr, à couteau tiré avec un pouvoir encore plus brutal, encore plus sauvage, encore plus aveugle qu'avant le 26 janvier 2019, quand le président Kamto et ses compagnons, ses alliés, ont été jetés en prison. Donc, l'échec du grand dialogue, ce n'est pas un débat. La seule chose qui, semble-t-il, a fonctionné dans ce grand dialogue-là, c'est la corruption. Mais au Cameroun, le succès de la corruption est ancien. Donc, on ne peut pas noter ça comme un événement nouveau. Il y en a qui ont accouru à Yaoundé pour se servir dans les caisses de l'enveloppe qui avait été mise à cette occasion à la disposition des mangeurs professionnels que le pays connaît depuis des décennies. Donc ça a marché. La sardinerie a fonctionné pendant plusieurs jours. Ils se sont enivrés, empiffrés d'huile. Et ils en rôtent et en pètent encore à l'instant où je vous parle. Donc, voilà le bilan du grand dialogue national depuis Washington. Donc, Tibor Nagui est à Washington. Voilà le bilan qu'il fait. Et il se trouvera toujours quelques énergumènes de télévision pour venir nous dire sur Afrique Média, sur Vision 4, sur les médias caporalisés par le régime, pour venir nous dire les vertus du grand dialogue national. Il y en aura toujours pour venir nous dire que vraiment ça a été un grand moment, que les Camerounais étaient heureux. Le grand dialogue national était en réalité une farce à l'intérieur d'une tragédie nationale. Cinquième proposition. Tibor Nagui dit qu'il y a nécessité d'un vrai dialogue. Vous reconnaîtrez là la position que moi j'ai tenue. Dès l'annonce du grand dialogue, j'ai tenu une vidéoconférence ici où je vous ai expliqué que ce dialogue n'en était pas un et que le vrai dialogue ne se ferait qu'avec les vrais partenaires du dialogue. Quelque temps après, il y a eu une première publication de Mme Tyriane Noah, vice-présidente du MRC, qui était plutôt timorée et qui n'était pas à la hauteur des enjeux. Mais quand le président Maurice Kamto, qui était encore en prison, s'est lui-même exprimé sur les conditions d'un véritable dialogue national, vous avez pu voir que toutes les conditions que nous avions énoncées 10 jours plus tôt se sont vérifiées. J'ai fait remarquer à mon jeune frère, Dibombari Mbok, qui est un brillant cadet et une graine d'avenir pour
notre génération, mais qui avait écrit une lettre ouverte pour défendre les positions de Mme Tyriane Noah et critiquer ma critique des positions de Mme Tyriane Noah. Je lui ai juste fait observer qu'il fallait maintenant qu'il lise la position défendue par le président de leur parti, le professeur Maurice Kamto. Entre la position du professeur Maurice Kamto et la mienne, 2 semaines plus tôt, est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui soit plus épais qu'un papier de cigarette? Entre la position du président Kamto et la mienne 2 semaines plus tôt, il y a eu une différence d'appréciation que sur le propos du sultan Ibrahim Bomo Njoya. Moi, je comprends que le président Kamto, dans une stratégie, dans une vision politique, ait besoin de récupérer tous les bons points que ses adversaires et même ses ennemis politiques peuvent lui accorder. En tant que quelqu'un qui veut rassembler le pays et diriger le pays, il a intérêt à voir la moitié pleine du verre et non pas la moitié vide. Et donc, il a noté qu'il y avait des mots de sagesse dans ce que le sultan Bomo Njoya avait dit, mais ça, c'était, à mon avis, une interprétation de stratège politique. Moi, j'avais procédé à une critique intellectuelle du discours du sultan Bomo Njoya pour montrer tout ce qu'il y avait d'hypocrite et de mensonger, tout ce qu'il y avait de double jeu dans la posture de celui qui était allé sous la pluie à Bafoussam célébrer le dieu Bia quelques semaines plus tôt. Mais sur toutes les autres positions, le président Kamto a confirmé ce que nous avons anticipé dans nos analyses. Nous pouvons donc dire qu'à Washington, les positions que le chef de la résistance camerounaise, le président Maurice Kamto, a défendues, ces positions ont été entièrement adoptées à propos de la nécessité d'un vrai dialogue politique au Cameroun. Quand les Américains parlent d'un vrai dialogue, ce n'est pas seulement un dialogue entre Paul Biya et les sécessionnistes anglophones. Il s'agit d'un vrai dialogue entre Paul Biya et tous ceux qui, aujourd'hui, sont en train de basculer du fait du radicalisme, de l'extrémisme, de la brutalité de Biya, dans un radicalisme, un extrémisme et une contre-brutalité révolutionnaire. C'est à propos de tout cela qu'il est demandé à Paul Biya de mettre de l'eau dans son vin. Il n'y a donc toujours pas eu un vrai dialogue au Cameroun. Ça a été noté à Washington. Et quand Washington, qui est la puissance dominante de l'Alliance Atlantique, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dans laquelle la France est une puissance de seconde zone, quand Washington dit que ce que Paul Biya a fait fin septembre à Yaoundé, c'est rien, c'est l'eau et l'huile. Il n'y a rien de bon dedans. Paris note que désormais c'est la ligne là-dessus. Paris peut essayer de ruser, mais Washington, le grand frère américain de l'Alliance Atlantique, a dit que Paul Biya n'a pas encore organisé de dialogue. Le président Emmanuel Macron, ici à Paris, a noté que pour les Américains, Paul Biya n'a rien fait de bon. Et il va l'intégrer dans les chapitres de la diplomatie française. Bon, même si la diplomatie française n'est pas entièrement inféodée, je le reconnais volontiers, à la diplomatie américaine, elle est globalement alignée sur des intérêts convergents qui les rassemblent. Sixième proposition. Tibor Nagy dit qu'il faut transférer le pouvoir vers la région. Comment on peut interpréter cela? Cette sixième proposition est pleine de beaucoup de choses. Première signification, vous vous souvenez que Paul Biya, à l'issue du soi-disant grand dialogue, a dit qu'ils allaient réserver un statut spécial à la région anglophone, au Cameroun anglophone. Statut spécial. Tibor Nagy vient de dire que le statut spécial de Paul Biya, c'est du bidon et que ça n'intéresse ni les anglophones, ni les médiateurs de la crise camerounaise. Les Américains considèrent que le statut spécial de Paul Biya, c'est nul. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, quand il dit, Tibor Nagy, qu'il faut transférer le pouvoir vers la région, on peut interpréter cela comme il faut retourner à la Constitution fédérale de 1961. Tibor Nagy, minimum c'est ça. Retourner à la Constitution fédérale de 1961. Parce que
retourner le pouvoir vers la région, c'est-à-dire reconnaître des pouvoirs exécutifs nouveaux, des pouvoirs exécutifs relativement autonomes à cette partie du Cameroun, au Cameroun anglophone. C'est-à-dire lui restituer pratiquement le statut que cette partie du pays avait dans le cadre du Gentleman Agreement de Fumban en 1961. Ça, c'est le deuxième sens. Et puis, troisième sens. La phrase là est intéressante. Les Américains reconnaissent que le pouvoir au Cameroun est trop centralisé à Yaoundé. C'est-à-dire que toutes les régions du Cameroun doivent récupérer une partie du pouvoir. Donc, au troisième sens, les Américains nous rejoignent pour dire que la formule qui peut sauver le Cameroun aujourd'hui, c'est la fondation d'une république fédérale à 7, 8 ou 9 régions, à 7 ou 9 régions, république fédérale dans laquelle il y aura transfert de pouvoir dans tous les États fédérés qui pourront avoir 40% d'autonomie de gestion des ressources, alors que 60% seront gérés par l'État fédéral central. Nous avons déjà esquissé et à votre disposition sur YouTube un projet d'une république fédérale du 21e siècle camerounais. Vous connaissez ce projet? C'est de ce projet que les Américains sont en train de nous parler. Je fais remarquer que Tibor Nagui parle de transfert de pouvoir vers la région anglophone. Mais pour que ce soit un transfert de pouvoir égalitaire, mais toutes les régions du Cameroun ont besoin d'un tel transfert de pouvoir. Ou bien c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Na true, on a false. Quelle région du Cameroun va continuer à accepter que toutes les ressources du Cameroun soient gérées depuis Yaoundé par Paul Biya et son clan, d'oligarques ethniques issus de toutes les ethnies du Cameroun, mais uniquement dépendants de lui, tributaires de lui, et pillant les caisses de l'État depuis des décennies. Quel Camerounais et quelle région du Cameroun va accepter qu'on recommence? Quelle région du Cameroun va accepter? En fait, toutes les régions du Cameroun, et ça renvoie à ce qu'on appelait le discours sécessionniste. Non, les Camerounais demandent à pouvoir être impliqués dans la gestion de leurs affaires. Donc, la formule fédérale va être intéressante parce que dans les États fédérés dont les gouvernements seront élus, les gouverneurs locaux et les vice-gouverneurs des États fédérés seront élus, eh bien, les populations pourront contrôler la gestion de 40% des ressources nationales qui leur sont affectées équitablement entre les régions, en tout cas en fonction des besoins qui leur sont affectés. Les populations pourront contrôler les élus locaux qu'elles ont choisis. Alors que dans le schéma actuel, il n'y a que la signature de Paul Biya qui, comme une épée de Damoclès, pend sur tout ce qui exerce le pouvoir d'État, qui gère les moyens financiers du Cameroun. Et par conséquent, tant que cela se comporte comme des esclaves de Paul Biya, eh bien, il continue de les entretenir par sa signature, par ses nominations. Le peuple camerounais peut mourir par milliers, par centaines de milliers, par millions. Ce n'est pas leur problème. Mourir sur les routes, mourir dans les hôpitaux, mourir dans des mauvaises écoles, mourir dans des mauvaises universités, mourir dans le chômage, dans les maladies pandémiques, mourir sur les routes de l'immigration sauvage. Ce n'est pas leur problème. Ils n'ont pas été élus par les Camerounais. C'est la signature, c'est la nomination de Biya qui les a fabriqués. Donc, le transfert de pouvoir vers la région peut signifier que les Américains vont soutenir la solution de la refondation d'un État fédéral camerounais. Et les Américains sont une fédération, ils connaissent les avantages des fédérations à travers le monde. Ils peuvent, on peut considérer que Tibor Nagui, sur la table des négociations, va demander donc à Paul Biya de réviser, d'accepter et de se soumettre au changement de la forme de l'État du Cameroun. La forme de l'État du Cameroun doit changer. Le régime de Biya sera donc contraint bientôt à se démettre pour que apparaisse en réalité une nouvelle constitution, un nouveau régime politique. C'est ce qui est annoncé là. Transfert de pouvoir vers la région, c'est le changement de la forme du régime politique au Cameroun. Et c'est ça l'information importante qu'il y a là. Les Américains soutiennent que la forme du régime politique camerounais doit changer. Et ils ne le disent pas seulement pour les Camerounais anglophones, parce que quand on aura transféré des pouvoirs spéciaux vers les régions anglophones, mais le littoral va aussi demander des pouvoirs spéciaux. Pourquoi les anglophones auraient droit aux pouvoirs spéciaux? Est-ce que les francophones sont inférieurs aux anglophones pour que quand les anglophones ont des pouvoirs spéciaux, eux, ils n'en aient pas? Tout le monde en veut. Donc, les anglophones vont avoir, par exemple, le droit de gérer
40% des ressources pour construire les routes de leur région, les hôpitaux, hein, les écoles et les universités. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas droit à ça à Douala, dans la région du littoral? On n'a pas droit à ça, pourquoi? Dites-moi. Pourquoi on n'a pas droit à ça dans la région de l'extrême nord? Donc, on n'a pas droit à un statut spécial alors. Toutes les régions du Cameroun ont besoin d'un statut spécial. Voilà pourquoi nous devons aller vers une fédération, une république fédérale. Car dans une république fédérale, justement, ces statuts spéciaux sont équivalents. Équivalents. Nous sommes à l'intérieur de la même république et quand il y a des statuts spéciaux, eh bien, ils sont spéciaux pour tout le monde et ça s'appelle l'égalité. Vous allez fabriquer des statuts spéciaux pour un groupe de Camerounais et les autres les laisser dans un statut général. C'est-à-dire que continuer de gérer toutes les ressources nationales à Yaoundé, alors que pour ce qui concerne le Cameroun anglophone, vous acceptez que les anglophones aient la possibilité de choisir des élites locales qui vont gérer. Mais nous tous, on veut choisir des élites locales qui vont gérer. Et nous aimerions voir un Cameroun avec des gouvernements locaux et un gouvernement fédéral central. Selon moi, mes hypothèses, la capitale du futur Cameroun, ça ne va pas être Yaoundé. Il faut construire la capitale quelque part entre Ngaoundéré et Nanga et Boko. Il y a une très belle région de plateau où on peut construire une très belle capitale dans cette zone-là. Il faut déplacer la capitale de Yaoundé. Il faut construire une Abuja camerounaise. Et la tracer de telle manière qu'elle soit la ville symbolique de l'union de la fédération camerounaise. Qu'elle soit vraiment la capitale fédérale, une vraie capitale fédérale, pas Yaoundé. Yaoundé n'est pas une capitale fédérale. Yaoundé, c'est une capitale provinciale. C'est une capitale provinciale, c'est une capitale régionale. Elle n'a pas les dimensions d'une capitale fédérale. Nous devons construire la ville fédérale, qui s'appellera, par exemple, Cameroun Town. Ou la ville de Cameroun. C'est comme ça qu'on appelait Douala à un moment donné. On l'appelait Cameroun Town. Mais il faut construire Cameroun Town au centre géométrique du Cameroun. Une grande ville, une belle ville, qui va accueillir les institutions de la République fédérale et innover au service des Camerounais. Nous avons les architectes qu'il faut. Nous avons les ingénieurs qu'il faut. Nous avons les géographes qu'il faut. Le Cameroun a toute la matière grise nécessaire. Septième proposition. Tibor Nagui dit il faut, c'est important, convaincre le camp des modérés. Mais le camp des modérés, c'est qui? C'est les modérés anglophones et les modérés francophones. Donc Tibor Nagui dit là à Paul Biya de discuter avec le président Maurice Kamto. Ça devient une injonction américaine. Les Américains en faisaient d'abord une proposition. C'est en train de devenir une injonction. Monsieur Biya, vous devez discuter avec le chef de l'opposition. Vous devez discuter avec le seul Camerounais qui peut se prévaloir de vous avoir battu récemment aux élections. Que vous-même, selon votre comptage, vous reconnaissez comme le Camerounais, le deuxième Camerounais le plus populaire du Cameroun. Mais il est là. Vous devez discuter avec lui de la forme que l'État doit avoir. Si vous ne voulez pas la généralisation de la guerre civile. C'est ce que les Américains disent à Biya. Si vous ne voulez pas généraliser la guerre civile, asseyez-vous et discutez avec tous vos frères. Et ça veut dire que vous, M. Biya, dès lors que la forme de l'État doit changer, comme vous savez que vous ne pouvez pas gagner des élections démocratiques au Cameroun, on change la forme de l'État pour que vous partiez immédiatement. Tous les changements qui doivent avoir lieu là, c'est pour que vous partiez immédiatement à la retraite, avec le moins de dégâts en vie humaine possible au Cameroun. C'est ce que les Américains disent. Et les Américains disent que si M. Biya n'accélère pas les mesures qu'ils ont énoncées, mais les législatives et les municipales qui sont annoncées en février ne pourront jamais, en réalité, améliorer la situation. Il y aura peut-être des législatives et des municipales le 9 février dans les parties du Cameroun où l'armée ne sera pas attaquée par l'opposition militaro-politique. Mais ces élections, les députés qui sortiront de là, les maires, etc., qui sortiront de là, ne pourront pas résoudre la crise politique camerounaise. Comprenez bien ma position et mon analyse.
Les Américains savent qu'il y aura, d'une manière ou d'une autre, des élections législatives et municipales, si le régime Biya est encore debout le 9 février. Mais les Américains disent d'emblée que quel que soit le résultat de ces élections, et même quelle que soit la poussée que l'opposition fera lors de ces élections ne peuvent pas résoudre le problème national camerounais. Et de ce point de vue, c'est une lecture profonde que fait Tibor Nagui. Moi, je suis de ceux qui soutiennent que l'opposition doit s'emparer de toutes les positions possibles dans les législatives et les municipales. L'opposition camerounaise doit s'emparer de toutes les positions possibles lors des législatives et des municipales. Mais l'opposition camerounaise ne doit surtout pas se faire d'illusions. Ce ne sont pas ces positions dans les législatives et les municipales qui vont changer le Cameroun. Il s'agit de ce que j'appelle des batailles d'étapes, des victoires d'étapes, par rapport à un objectif plus grand, à savoir précisément la réorganisation de la forme de l'État du Cameroun, la refondation et la restauration d'institutions de qualité. Il faut prendre les positions de force pour pouvoir obtenir les changements en faveur du peuple. Mais il ne faut pas se laisser tromper par l'illusion de démocratie que ces élections législatives et municipales, sous le régime d'un élégam dont nous connaissons la corruption vénielle, vont obtenir. Donc, ici, il faut être dialecticien. C'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait être in and out, dedans et dehors. Il faut combattre le régime Biya dedans, dans les institutions et dehors, dans la rue. Une dictature ne se combat pas d'une seule façon. Elle se combat in and out. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Donc, la stratégie que le leader de l'opposition camerounaise, le président élu du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto a choisi est une stratégie légitime. Car s'il s'amuse à laisser ses troupes au chômage, il va y avoir une déperdition énorme d'hommes, de femmes et de motivation. C'est en menant les troupes dans des petites batailles qu'on les prépare aux grandes. Des troupes qui chôment, des troupes qui ne s'échauffent pas, des troupes qui ne s'entraînent pas, je parle ici des troupes militantes, eh bien, ne se préparent pas effectivement au grand soir. Donc, il a eu là une vision profonde de la nécessité de conduire toutes les petites batailles qui préparent la grande. Car de toutes les façons, la grande aura lieu. Et il vaut mieux être en réalité prêt quand elle aura lieu. Chers amis, il y a une dernière implication de ce que les Américains ont dit. Les Américains ont haussé le ton parce qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est passé. La puissance française, pour manifester sa solidarité envers la puissance camerounaise, est venue expressément dans cette période faire des exercices militaires dans le golfe de Guinée, dans la baie du Biafra, sur les côtes du sud-ouest, avec des navires de guerre. À première vue, on peut dire qu'il s'agit de manœuvres militaires entre armées amies, dans le cadre des accords de coopération et de défense de 1960 et de 1973 qui lient le Cameroun et la République française. Ça, c'est une réponse naïve. Celui qui croit que c'est ça seulement se trompe. Emmanuel Macron a voulu rassurer Paul Biya en lui disant que la France continue, tant que Paul Biya assure les intérêts français au Cameroun, la France continue de lui servir de puissance géostratégique tutélaire contre toutes les menaces. On a même évoqué ces derniers temps le projet que des militaires français auraient envisagé d'aller bombarder avec leurs aéronefs certaines des positions de la rébellion ambazonienne. Tout cela s'est fait dans les semaines qui viennent de passer. L'armée française a renforcé son dispositif militaire au large des côtes du Cameroun, sous couvert de faire des manœuvres. Bon, maintenant, la position que les Américains viennent de prendre, j'espère qu'elle vous dit quelque chose. Elle vous dit que les Américains constatent ceci. 1. Les Français viennent aider Paul Biya à mettre la pression militaire sur les sécessionnistes anglophones.
comme dans un jeu de domino, les Américains viennent mettre la pression sur les Français et sur Paul Biya, puisqu'ils ont une puissance militaire supérieure. Vrai ou faux? Vous avez compris? Vous avez compris le système là? Paul Biya appelle la France à l'aider à menacer les ambazoniens. On voit des navires de guerre français qui arrivent, on voit des avions de guerre français qui se positionnent sur les navires de guerre, et on pense ainsi faire trembler les sécessionnistes ambazoniens et d'ailleurs au passage effrayer l'opposition civile camerounaise. Dire à Maurice Kamto et à tous ses compagnons de lutte, dire à tous les opposants camerounais, Paris est aux côtés de Biya. Vous ne pouvez rien parce que nous avons l'armée. D'ailleurs, dans l'armée, nous avons une milice qui contrôle l'essentiel de la force de feu. Nous avons le soutien de l'armée française. Et mieux, les navires de guerre français et les avions de guerre français sont avec nous. Ça, c'était le storytelling de Paul Biya il y a 2-3 semaines. Hein. Quand il est venu à Lyon, quand il est venu ensuite à Paris, c'était dans le cadre de cette reconquête. Vous l'avez vu rire aux éclats. Parce que les manœuvres militaires françaises au large des côtes du Cameroun le rassuraient. Il avait la couverture du grand frère. Voilà donc le grand frère du grand frère. Comme on dit chez nous, à Douala, le popo, grand frère, est arrivé. L'oncle Sam. Les Français, en matière de navires de guerre, c'est des enfants face aux Américains. Les Français, en matière d'aviation de guerre, face aux Américains, c'est des enfants. Voilà donc une plus grande puissance militaire menace la puissance militaire qui a menacé les sécessionnistes. Donc il faut que vous compreniez que Tibor Nagy parle le langage subtil de ce qu'on appelle le hard power, c'est-à-dire que à côté des conseils insistants et qui deviennent maintenant des injonctions à l'administration du Cameroun, Tibor Nagy commence maintenant à indiquer des menaces. Quelles sont les menaces qui ont été clairement indiquées? J'ai dit, première menace, l'administration américaine commence à viser individuellement les collaborateurs de Paul Biya. C'est pour ça que le mot conseiller de Biya dans la bouche de Tibor Nagy est sorti. Vous notez ça. Deuxième menace, l'annonce de la victoire militaire assurée à l'opposition sécessionniste indique que les Américains pourraient veiller à ce que cette victoire soit effective, c'est-à-dire soutenir les sécessionnistes contre le régime de Paul Biya. Si Paul Biya ne négocie pas. Troisième menace, les Américains frappent du poing sur la table de la France en disant, nous savons que vous êtes dans votre précaré, mais nous sommes votre grand frère en termes de puissance. Et nous disons que si vous soutenez le dictateur camerounais pour continuer d'écraser les populations anglophones et plus largement l'opposition, eh bien nous allons soutenir les populations anglophones. Et nous allons considérer positivement les revendications de l'opposition. C'est clair pour tout le monde? Voilà donc la profondeur de la déclaration de M. Tibor Nagy à Washington, devant les parlementaires américains. Il fallait que je la décortique. J'espère que je l'ai décortiquée patiemment pour chacune et chacun d'entre vous et que vous avez bien compris où nous en sommes. Nous en sommes à une situation dans laquelle les Américains vont passer aux sanctions individuelles, à une situation dans laquelle Paul Biya a été sommé de se préparer à une défaite militaire. Mais s'il y a une défaite militaire de l'armée de Paul Biya, ça ne va pas s'arrêter à Pamenda ou bien à Bouéa ou bien au Cameroun anglophone. Si l'armée de Paul Biya perd définitivement la guerre qu'elle prétendait gagner en quelques jours, vous savez ce que les armées qui perdent les guerres font souvent? Elles reviennent renverser celui qui les a envoyés. Je recommence, notez. Si l'armée de Biya perd la guerre que Biya l'a envoyé faire, elle va revenir le renverser. C'est le seul schéma pour le régime pour tenter de sauver sa face. Il les a envoyés, non? S'ils s'en vont perdre, ils vont l'accuser, lui, de les avoir envoyés et qu'ils ont eu des problèmes, que c'est à cause de lui qu'eux, ils sont allés mourir pour rien là-bas. Ils vont revenir, c'est Paul Biya qui va fuir. Paul Biya fait comme s'il ne sait pas, hein, qu'il regarde. Les armées qui s'en vont et qui perdent la guerre reviennent toujours renverser celui qui les a envoyés. Parce qu'elles lui font porter, et bien sûr, le chapeau de leur malheur. Donc Paul Biya est là dans une affaire de quitte ou double. Il a envoyé sa milice combattre les ambazoniens. Si sa milice perd, sa milice va se retourner contre lui.
si la milice de Paul Biya perd, comme elle est en train de perdre, attendez-vous à ce qu'elle se retourne contre lui. Et quand elle va se retourner contre lui, ses tuteurs vont négocier leurs intérêts au Cameroun. Les tuteurs français de Biya vont négocier leurs intérêts avec la milice. Et c'est pour ça que le peuple camerounais doit être très vigilant, afin, par sa mobilisation, de prendre le pas sur les forces miliciennes, de prendre le pas sur les velléités d'instauration d'une dictature militaire. Il faut anticiper là-dessus. Et l'anticipation vient de la mobilisation des citoyens. Cette mobilisation des citoyens se fait autour du leader de l'opposition. Il est là. Les citoyens doivent rester éveillés autour du leader de l'opposition. Tout citoyen qui sait très bien qu'il ne peut pas et qu'il ne veut pas mener une lutte armée contre le régime de Biya sait que c'est autour du président Maurice Kamto qu'il doit graviter. Tous ceux qui estiment avoir les moyens de résister en légitime défense contre Biya, c'est leur affaire. On n'a pas besoin de recevoir l'ordre de qui que ce soit pour exercer, si on en a les moyens, sa légitime défense. Bon, le président Kamto a le mérite de dire clairement comment lui veut faire la politique. Ceux qui veulent faire la politique par la mobilisation citoyenne et civile la font avec lui. Ceux qui veulent la faire autrement la font donc comme ils l'entendent. Mais j'ai toujours dit que le grand danger du Cameroun, c'est qu'il est entouré de plusieurs guerres. Et que ceux qui seraient pressés de se précipiter à vouloir participer à une logique de guerre, qu'ils regardent bien que le Centrafrique est en guerre, le Tchad est en guerre, le Nigeria est en guerre, le Congo-Brazzaville est en guerre, la République démocratique du Congo est en guerre. Que tout le monde regarde bien cela et comprenne pourquoi j'ai toujours dit que c'est le 1 contre 100, un homme armé contre 100 civils qui va sauver le Cameroun. C'est-à-dire une révolution citoyenne. Et voilà pourquoi je partage la lecture stratégique sur ce point du président Maurice Kamto, tout en ne niant pas le droit aux Camerounais qui en ont les moyens de résister en légitime défense contre la barbarie du satrape. Car pour ma part, je ne pense pas que face à un dictateur de cette nature, on puisse faire la morale à ceux qui résistent par tous les moyens. Moi, je n'ai pas l'outrecuidance de faire la morale à ceux qui se battent pour sauver leur vie, au risque de leur propre vie, contre des truands et des criminels. Ne me demandez pas ça. Je l'ai déjà dit ici à des officiers camerounais de l'ambassade à Paris. Ne me demandez pas de condamner ceux qui vous résistent, alors que c'est vous qui agressez. C'est vous qui blessez les premiers, c'est vous qui tuez. Non, 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 non. Je ne vais pas les condamner. Ils sont en légitime défense. C'est de la légitime défense. Si vous ne voulez pas qu'il y ait de la légitime défense, ne faites pas des agressions délibérées contre tout un peuple. Oui, chers amis, Tibor Nagy a parlé à Washington. C'est à nous de mobiliser le peuple camerounais pour marcher vers la République fédérale. C'est à nous. Si nous réussissons cette mobilisation, nous ferons économie de sueur, de larmes et de sang pour le peuple camerounais. Si nous ne la réussissons pas, eh bien, beaucoup de sueur, beaucoup de sang, beaucoup de larmes couleront au pied du mont Cameroun. C'est notre responsabilité. Ta responsabilité, la mienne, notre responsabilité ensemble, de créer un rapport de force favorable à l'avenir de notre peuple. Chers amis, j'espère que ce décryptage vous a apporté quelques lumières sur les déclarations de Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines à Washington. Je vous informe que je me rendrai dans les prochaines semaines à l'invitation des lobbies amis de la place de Washington et pour un certain nombre de rendez-vous décisifs, je me rendrai aux États-Unis pour y rencontrer autant que possible des autorités exécutives et parlementaires américaines et porter une fois de plus un plaidoyer dans lequel j'indiquerai pourquoi il faut vraiment que soit soutenue l'hypothèse d'une république fédérale du Cameroun contre l'hypothèse de la république unitaire de Paul Biya
et contre l'hypothèse sécessionniste ambazonienne. Je pense qu'il faut courageusement s'opposer à ces deux hypothèses et il faut mobiliser un lobbying de qualité en Europe et aux États-Unis en ce sens. Pour ma part, c'est dans ce créneau que je travaille et je travaille avec des Camerounaises et des Camerounais, des amis du Cameroun, qui croient en cette sortie de crise par la fondation de la République fédérale du Cameroun. Je vous en parlerai plusieurs fois à partir de Washington si tout se passe comme je l'espère. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Je ne saurais vous remercier individuellement. Vous êtes 1000 personnes sur la page Facebook. Vous étiez pratiquement 500 personnes sur la page YouTube. Bravo à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui avaient su défendre notre vidéoconférence de ce soir. Bravo à ceux qui la partagent et vivement, je lirai dès que j'aurai un peu de temps les observations, les commentaires que les uns et les autres m'apportent, car je me nourris énormément de vos observations, de vos commentaires, de vos objections. Elles m'aident à affiner mon propos et à affiner mes communications ultérieures. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Vive le peuple camerounais.